Eh bien, bonjour dans ce nouveau podcast. À l'origine, on avait prévu de le faire sur un autre sujet, mais il y a eu une vidéo de la Pas du Team qui nous a un peu interpellés. Voilà. C'est sur l'élection de Zoran Mamdani et plus globalement la gauche américaine, enfin la DSA, Democratic Socialist of America, et j'aurais des points. Moi personnellement, ça m'a pas mal interpellé parce que vraiment, je pense qu'il y a eu des analyses dessus que je pense qui occultaient des bonnes parties de leur discours et de leur position objective réelle. Et je trouve que ça édulcorait énormément en fait beaucoup cette branche-là. Et du coup, bah, j'ai proposé à mon compère d'en parler. Et du coup, bah on a reporté le sujet initial à la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Du coup, on va commencer dans un premier temps. Moi, ce que je propose, c'est dans un premier temps faire un petit retour sur la vidéo, dire les bons points quand même que moi j'ai trouvé et aussi les points beaucoup plus critiquables. Et ensuite, dans un deuxième temps, bah, parler de parler du comment de certaines stratégies, quelles stratégies avoir dans un pays impérialiste, notamment comme les États-Unis, qui est un exemple parfait, mais aussi en France, parce que je pense qu'en fait, même si les États-Unis sont un pays impérialiste bien plus avancé, bien plus violent et bien plus presque omnipotent, même si c'est en train de se casser la gueule, on est quand même un pays à une situation où assez analogue. Voilà. Je te donne la parole pour dire aussi ce que t'en penses. Ouais, moi je pense que c'est un bon sujet, ça bouscule un peu le calendrier qu'on a, mais je pense qu'avec les prochaines vidéos qu'on va faire, ça va un peu se télescoper. Donc finalement c'est pas plus mal. Moi j'avoue que j'ai un peu suivi ça de loin, j'ai un peu regardé, etc. J'ai un peu suivi l'actualité, ce qui a été dit sur Mamdani, sa campagne, etc. De manière générale. Mais ouais, j'avoue que c'est un sujet qui est intéressant et ça doit aussi nous poser les questions sur qu'est-ce que c'est que notre stratégie dans un pays impérialiste. Jusqu'à quand on peut se fier à des résultats électoraux et ça pose aussi d'autres questions de manière plus générale, stratégique, même tactique, enfin sur que doivent faire les marxistes et les communistes de manière générale, c'est-à-dire intégrer des structures déjà existantes et faire et faire des groupes en leur sein et profiter de ces structures-là pour avancer un programme ou est-ce que on doit reconstituer un parti, etc. Donc c'est des questions qui, à partir de cette vidéo, au moins les deux prochaines vidéos vont nous intéresser. Donc ouais, je pense que c'est pas mal de pouvoir parler de l'élection de Mamdani, de la manière aussi dont ça a été perçu en France, en sachant qu'il y a les municipales qui vont arriver là très prochainement. Donc ouais, je pense que c'est un bon sujet. Et puis on est encore un peu dans l'actualité, donc c'est pas plus mal d'en parler, quoi. Ouais, je peux l'en rentrer directement dans le sujet. Moi, j'ai commencé quand même par les bons points. Je parle comme si j'étais un juge de paix, mais j'ai le droit aussi d'avoir des critiques. Donc, dans les bons points que j'ai dans la vidéo en deux parties, enfin, dans les deux vidéos, ça a été quand même, et ça, c'est un truc que je leur reconnais en général, font une analyse de données en termes de catégories sociales qui est vraiment très intéressant. Du coup, bah, ils sont dans la vidéo, dans la première, mais aussi un peu dans la deuxième. Il y a ils réfléchissent qu'est-ce qui a permis l'élection de Mamdani à New York et quelles catégories sociales ont été mises en mouvement et sur quelles aspirations, notamment. Je pense qu'ils ont bien pointé du doigt le fait que c'était moins des catégories, on va dire, populaires au sens, nous on dirait peut-être ouais, populaire, prolétaire, mais plus des catégories un peu enfin beaucoup, évidemment, il y a un peu de tout, mais beaucoup des catégories intermédiaires éduquées et qui ont une vision de la crise, une compréhension de la crise peut-être un petit peu plus un petit peu plus directe parce qu'ils ont un peu moins peut-être le nez dans la merde. Et du coup, ces catégories-là ont été pas mal mises en mouvement à New York. D'ailleurs, New York, c'est une ville globalement où les gens sont très éduqués, qui ont accès à pas mal de capital, je parlais comme un Bourdieusin, mais de capital culturel. Et du coup, enfin, c'est aussi situé hein, comme vote. C'est pas.
c'est pas juste un vote, c'est loin d'être un vote purement populaire, ouvrier, quoi. Je dirais, je trouve qu'ils analysent ça bien, comme un vote d'aspiration progressiste, mais de classe moyenne. Classe moyenne, j'aime pas trop le terme, mais de classe, on va dire, oui, si, de classe intermédiaire, qui subissent la crise, qui subissent, ils parlent beaucoup des loyers, la question des loyers, qui a été un point essentiel dans la campagne de Mamdani, qui a, du coup, bah oui, et je pense aussi là où ils ont raison, c'est la question de la moïsation, qui aussi est à l'œuvre. La moïsation, c'est-à-dire, probablement les gens savent ce que c'est, mais je rappelle rapidement, la moïsation telle qu'ils l'ont théorisée, si j'ose dire, c'est le fait que on quitte l'espèce de consensus libéral qu'il y avait pendant les années 90-2000. On avait une gauche libérale et une droite libérale qui s'affrontaient, et tous les deux vus comme modérés, avec entre gros guillemets, et qu'en gros là on est en train la recomposition politique, ça devient de plus en plus des gens qui vont à gauche, vers des lignes, on va dire, beaucoup plus, ils sont en rupture avec la vieille gauche et des ruptures avec la vieille droite. Donc il y a une bonne analyse de ça. Enfin, pour moi, c'est une réalité, hein, genre le fait que le vieil establishment républicain soit complètement cassé la gueule, et qu'au final Trump soit devenu central finalement à droite, dans la droite américaine, ça s'explique globalement par ça. Et à gauche, moi je mettrais des guillemets à gauche américaine, mais j'en aurai l'occasion de l'expliquer pourquoi. À gauche, ça va être, il y a quand même des aspirations qui sont portées par les masses américaines, qui sont prises par plein de choses, hein, les problèmes de logement. New York, spécifiquement, les prix sont pires qu'à Paris, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup dire. Et en termes de coût de la vie en général, c'est absolument atroce, quoi. Et au niveau américain plus large, ça va être carrément la question de la santé, etc., qui est vraiment très tendue, au point que la promesse phare de Sanders en 2016 et en 2020, pendant sa campagne des primaires, c'était Medicare for All, qui était en gros un 100% sécu public. Donc au final, un truc qui va plus loin que nous, hein, même en France, hein, un 100% sécu public, et que même quand dans la population, c'est un truc qui même est transparent. Enfin, si on prend juste les gens, la position des électeurs en général, qu'ils soient républicains, indépendants ou démocrates, il y a une majorité pour ça, quoi. Malgré toute la propagande, on va dire, qui va associer ça à un péril rouge ou je ne sais quoi. Non, les gens, ils veulent un pôle public de la santé, une sécu 100% remboursée. Donc là-dessus, tout ça, pour moi, c'est vrai qu'il y a cette moïsation aux États-Unis, cette analyse de la moïsation aux États-Unis, de la moïsation des masses américaines au niveau subjectif, elle est très correcte à mon avis. Et voilà, et je pense que c'est très bien analysé pour le coup, et notamment et à partir en plus de comment subjectivement les gens se figurent politiquement les choses, et comment ils sont mis en mouvement notamment par DSA, qui, c'est vrai, est un des gros débouchés politiques de ces aspirations aujourd'hui aux États-Unis. Là-dessus, on est d'accord. Là où on va être moins d'accord, et ça j'en parlerai après, c'est en fait la pertinence de ce débouché politique et de sa comparaison avec même le réformisme en France, incarné par France Insoumise ou autre. Est-ce que tu veux faire un commentaire là-dessus? Non, je suis assez d'accord avec comment dire, avec tout ce que avec tout ce que t'as dit. Je veux pas m'amuser à reprendre, mais dans l'ensemble, oui, les bons points qui sont mis en avant, comme dit, je suis d'accord. Les dynamiques, qui a voté, etc. Par qui est soutenu Mamdani, le fait qu'il ait réussi à faire cette coalition, etc., qui l'emmène à être maire de New York, qui est peut-être une des grandes villes américaines par excellence, etc., New York. Donc ouais, ça pose à mon avis tout un tas de questions, surtout en fait qu'on voit que il y a Olivier Faure, Ruffin, qui sont déjà emparés de ça pour dire, ah, vous avez vu
réussi à faire ça, du coup ça veut dire que nous aussi on peut faire quelque chose de similaire, etc. Machin bidule. Mais ça montre aussi je pense que là ça montre aussi les limites de ce qui est concevable, de ce qui est possible pour une certaine gauche, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, que ce soit en France, ou même que ce soit aux États-Unis. Après, comme dit, le truc de base qu'on peut reconnaître, en tout cas ce qu'on peut reconnaître de base, c'est que Mamdani est élu sur une, comment dire, sur une plateforme, sur une plateforme qui est ouvertement socialiste, enfin, DSA, etc. Et que c'est la première fois à New York qu'il y a quelqu'un qui est ouvertement aussi progressif ou socialiste qui arrive à être élu, quoi. Je pense que la dernière fois que quelqu'un a été élu avec un programme qui était beaucoup moins radical, mais qui était aussi progressiste, ça devait être, je sais pas, dans les années 30, je sais plus le nom du... Je crois que c'est le maire de New York dans les années 30, c'était LaGuardia, je crois, qui a été maire je crois, de 33 à 45, quelque chose comme ça, je crois que de base, lui, il était républicain, et il se faisait élire sur des listes avec, parce que c'était spécial à l'époque, il y avait des listes de fusion, et il se faisait élire avec des démocrates, des Ouais, ouais. progressistes, à l'époque, il s'était même fait élire par l'American Labor Party, qui était un parti qui existait qu'à New York, etc. Et je pense que oui, depuis la Guardia, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui sait, comment dire, qui arrive au poste, comment dire, au poste auquel il est, et avec un programme qui se veut quand même social-démocrate. Il y a plein de choses sur le plafonnement des loyers, etc. Machin bidule. Donc oui, c'est quand Ouais. même, il y a quand même quelque chose, ça dénote quelque chose. Après. Ça pose toujours la même question, c'est que est-ce qu'en situation normale entre guillemets encore une fois, est-ce qu'on doit s'extasier autant de l'élection de Mamdani avec le soutien du DSA, etc. Et cetera, et avec finalement ce que ça porte comme transformation, même minimale, quoi. Donc je pense que c'est une question qu'il faut poser, quoi. Ouais, bah oui, 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 c'est là que je vais en arriver au point un petit peu beaucoup plus critique. Ça va être, bah, moi déjà, le premier aspect que je conteste dans leur analyse, c'est de considérer que DSA est un équivalent de France Insoumise en France. Moi, en tout cas en termes de développement de gauche aux États-Unis, etc. Moi, personnellement, je vais le dire ouvertement, France Insoumise et même de manière générale, et on aura l'occasion après d'en parler, probablement dans la vidéo d'après aussi d'ailleurs, je considère que faire la campagne de LFI à un an et demi de l'élection présidentielle, ou même, même à 2 mois de l'élection présidentielle, c'est pour des marxistes. C'est pas le travail à faire. C'est vraiment, à mon avis, une position stratégique qui, et moi, est disqualifiée, à mon avis. Mais ça me regarde. Non, mais je le dis, hein, à la rigueur, ça me regarde. Bon, on en parlera de toute façon. Par contre, même si on part de celui-là, moi, quand on me dit DSA, c'est la gauche de gauche comparable à FI, moi, j'ai envie de dire, dans les faits, comparons FI à DSA. LFI, ils font rupture, effectivement. Ils ont fait rupture avec la vieille gauche, même au niveau organisationnel. Ils sont absolument indépendants et en tant qu'organisation. Et ils ont des élus un peu partout et surtout à l'Assemblée. Bon, à l'Assemblée, ils ont des députés, ils proposent des lois, ils proposent des contre-budgets, ils proposent des choses comme ça. Ce qu'ils ont proposé, en gros, c'est des choses qui correspondent globalement à leur plateforme à eux, quoi. Genre dans les actes posés, et même en dehors de. Là, je vais dire, je dis du bien d'eux, mais pas parce que c'est mon modèle politique, simplement parce que je les tiens pour cohérents. Même en dehors de l'Assemblée, ils participent à des mouvements sociaux, ils essayent d'être dans les masses, etc. Ils proposent des trucs qui sont en cohérence, voilà, avec leur plateforme. Voilà, on peut penser ce qu'on veut de leur plateforme, ils sont en cohérence. On peut pas dire que LFI a trahi dans son. Alors on parle donc le 9 novembre 2025, on peut pas dire qu'ils aient trahi en tant qu'opposition opposition institutionnelle et non institutionnelle. DSA, je suis désolé, que ce soit DSA, ils ont des élus à la Chambre des représentants. La première, la plus connue, c'est AOC. Et bah, je suis désolé, elle a capitulé, mais quasiment premier jour, sur absolument tout ce qui comptait. Genre dès 2018. Alors déjà, oui, j'ai oublié de préciser, déjà, DSA, contrairement à France Insoumise, c'est une fraction, si j'ose dire, du Parti démocrate. Bon, le Parti démocrate, bon, déjà, on est donc on est déjà dans une démarche
qui est de l'entrisme. Donc moi personnellement, l'entrisme, c'est une impasse. C'est une impasse dans le sens où en fait, quand on essaye de rentrer dans un parti qui a des orientations politiques qui est fait pour s'assurer une position politique j'arrive pas à retrouver le terme, dans la dynamique impérialiste américaine, qui est en gros d'assurer une sorte d'aile, on va dire, à visage humain de l'impérialisme américain, quoi. En tout cas, quoi. Mais qui, dans les faits, à chaque fois qu'ils ont été aux affaires, a soutenu, voire commis directement des génocides partout dans le monde, des interventions partout dans le monde, est responsable en gros des bien pires atrocités que celles qu'on impute généralement à leurs opposants, quels qu'ils soient, hein, quelle qu'elle soit leur position politique. Premièrement. Donc faire de l'entrisme là-dedans en espérant rentrer, surtout dans face à un establishment aussi puissant, parce que c'est une organisation de fou, hein, le Parti démocrate. Moi, je suis désolé, hein, il y a quand même une histoire là-dessus sur l'efficacité de l'entrisme des révolutionnaires. Je ne pense pas que DSA soit des révolutionnaires, mais enfin, en tout cas, des progressistes à l'intérieur d'organisations plus à droite, d'organisations de cadres plus droitiers. Enfin, le bilan n'est pas fameux et on comprend bien pourquoi. Le bilan n'est pas fameux parce que la structure est plus forte et la structure est très forte, met des habitudes et met des contraintes que tu peux très difficilement surmonter. Et là, donc déjà ça, là où FI est entre guillemets plus fort en termes organisationnels et alors bien compris, c'est qu'ils sont pas allés dans cette dynamique d'entrisme, premier élément. Et ce qui n'est pas le cas de DSA. DSA est dans un parti qui déjà est génocidaire en ce moment quand même, toujours sur cette ligne-là, qui l'est historiquement, qui est impérialiste au dernier degré, mais genre qui est impérialiste au dernier degré. Et ce qui tranche avec leur plateforme soi-disant anti-impérialiste, voilà, et qu'il l'est de manière structurelle. Bon, moi, je pense que c'est déjà c'est une impasse, voilà. Donc déjà, il y a ça à dire. Et dans les faits, avec leurs élus, d'ISA avec leurs élus, je suis désolé, elle aussi, elle a dû parler une fois du Medicare for All. Et après, il y a Nancy Pelosi qui lui a dit tais-toi, elle s'est tue. Elle a jamais mis la moindre pression sur Nancy Pelosi et sur l'aile droite, enfin sur les ailes droites, parce qu'il n'y a plus un parti démocrate, mais sur toutes les ailes droites du parti démocrate. En 2018, même en 2018, alors qu'ils étaient dans l'opposition face à Trump, alors qu'elle a jamais voté. Elle a jamais voté, elle a jamais voté de manière anti-impérialiste contre Israël, contre, je sais pas moi, contre les sanctions. Il faudrait que je revoie, parce qu'on est capable de me ressortir un vote, voilà, où elle aurait été un peu courageuse. Mais enfin, globalement, son record de vote, il est quand même quasiment totalement en ligne avec l'impérialisme américain. Ça, c'est comme un problème. Alors que voter contre, ça coûtait vraiment pas cher. Voilà. Donc, ça, c'est aussi ça. Et en plus, quand Biden est arrivé au pouvoir, ils ont été totalement en ligne avec eux, avec la ligne Biden et toutes les lignes droitières du Parti démocrate, et ils n'ont jamais mis la moindre pression sur Nancy Pelosi, alors même que de l'autre côté du Parti démocrate, c'est-à-dire la droite de la droite du Parti démocrate, qu'on appelle les Blue Dogs, eux, ils n'ont pas arrêté de leur mettre la pression pour en fait bien pousser le parti encore plus à droite qu'il ne l'est par rapport à son centre de gravité. Et donc je pose la question, c'est que c'est même pas une trahison, c'est qu'il y a une reddition, mais avant même, sans même vraiment essayer, une fois élu. Donc on peut pas mettre à égalité tout ça. Mettre à égalité France Insoumise au point où on en est surtout en fait, si on compare les deux situations, DSA au Parlement et France Insoumise au Parlement, déjà on est sur on compare un parti qui tient largement sa plateforme dans l'opposition et tout ça. Voilà, on peut dire qu'on va en trahir plus tard. Moi, je pense que c'est fort possible malheureusement, mais peu importe, mais qui quand même tient ses positions avec un parti, une fraction qui est complètement inféodé au Parti démocrate, à un parti qui pour moi est semi-fasciste au mieux, et qui dans les faits a lâché
tout, même dans les trucs qu'on pourrait qualifier de socio-impérialistes, elle a même pas tenu sur les trucs qu'on pourrait qualifier de socio-impérialistes. Medicare for All, elle a viré le contrôle des loyers. Ah non, ce qu'ils ont le peu que Biden a lâché à gauche, c'est même pas des cacahuètes, quoi. C'est des trucs que le PS aurait trouvé. Ouais, non, là, même ça, c'est pas beaucoup, quoi, tu vois. Donc, déjà, rien que ce parallèle, je le trouve dans le fond politique de DSA, déjà, je le trouve un petit peu bizarre parce que moi, je veux bien, peut-être là, je suis sur un long tunnel, hein, je suis désolé, mais moi, je veux bien hein, qu'on compare le programme là, parce qu'ils ont toute une dans la vidéo, je crois dans la deuxième partie, ils ont toute une partie où ils comparent le programme du NFP, pas de LFI, mais du NFP avec le programme de DSA. Moi, je veux bien, hein, mais bon, ce qui compte, c'est les actes concrets. Et les actes concrets, même dans l'opposition, même de manière élue où ça coûtait pas cher, je suis désolé, il y a pas photo. DSA est déjà dans la trahison. Ils sont dans la trahison, à tel point qu'ils n'ont même pas essayé de se battre pour mettre une pression. Alors, au Parti démocrate, alors qu'ils sont censés faire de l'entrisme. Enfin, l'entrisme, c'est censé peser. Dans l'idée, c'est censé vouloir peser dans un parti à l'intérieur d'une structure. Ils n'ont même pas, une fois élus, pesé. Ils sont même pas battus. Donc voilà. Pour moi, cette comparaison, elle n'est pas pertinente d'un point de vue politique, quoi. Et j'ajouterais pour finir que cette comparaison entre les programmes, je suis désolé, mais de la part de la même chaîne qui critique à juste titre le PCF, les militants PCF qui attaquent France Insoumise, c'est parce que eux, le PCF, ils auraient un programme beaucoup plus à gauche, en disant que bah oui. Oui, mais d'accord, mais ils l'incarnent n'importe comment, ils parlent pas aux catégories sociales, ils parlent pas aux catégories sociales qui ont un intérêt à leur programme, et en gros, ils parlent surtout aux catégories sociales qui sont plutôt réactionnaires, en tout cas conservatrices, mais qui pourraient éventuellement avoir un vote dans l'espoir qu'ils aient un vote de respectabilité à gauche. Bah, c'est juste, mais dans ce cas-là, pourquoi vous faites la même chose entre le programme du NFP et le programme de DSA? Parce que c'est la même démarche de faire ça et de faire les militants PCF qui vont critiquer France Insoumise sur leur programme. C'est pour moi et je ne comprends même pas pourquoi en fait pourquoi ils la font en fait. En quoi c'est pertinent? En quoi c'est pertinent sans le pondérer avec leurs actes concrets politiques quand ils doivent, ne serait-ce que quand ils doivent voter à la Chambre des représentants, même en étant dans l'opposition et en sachant que le vote sera perdu. Voilà. Ouais, comme dit, je suis assez d'accord avec ça. Puis même au-delà de ça, en fait, il y a le fait que, il faut quand même se rappeler que quand on a demandé à l'époque à Sanders ce que c'était pour lui, ça veut dire être socialiste, je parle, tu sais, il y a 10 ans, quand il s'était présenté en 2016, etc. Je m'en souviens. Je crois que quelqu'un lui avait dit, ouais, moi je me souviens bien, il me semble que être socialiste, ça veut dire nationaliser, notamment les chemins de fer, les machins, les bidules, les nana, tu vois. Et Sanders il a répondu un truc du style ah mais nous on parle de socialisme démocratique et en fait il faut comprendre que nous comment dire notre modèle c'est le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande. Alors certes ok d'un point de vue américain de droite c'est le communisme. L'État fait des trucs et tout machin. Mais voilà genre lui il prenait cet exemple là pour dire non moi mon exemple c'est les pays du Nord etc machin avec leur seule démocratie etc nanana. Et il me semble qu'il y avait aussi une interview d'Ocasio-Cortez où comment dire l'intervieweur lui demande ouais qu'est-ce que ça veut dire pour vous être socialiste. Elle a répondu un truc du style ah pour moi je pense une Amérique c'est penser que être socialiste c'est une Amérique moderne qui est morale, une société riche où personne n'est pauvre, où la santé est un droit humain, et en gros, où chaque enfant a le droit d'aller à l'école, etc. Nani, nana. Enfin, déjà, rien qu'avec ça, tu vois, tu te dis, voilà, ce que, comment dire, ce que peut proposer, tu vois, ces gens-là. Mais après, j'ai envie de dire, c'est logique, parce que faudrait faire une rétrospective historique, on n'a pas le temps, mais c'est aussi sur la manière d'où vient le DSA, ça vient de la longue histoire du Parti socialiste américain qui a aussi tu vois, qui a toute son histoire de, comment dire, de pareil, d'intégration, etc., qui demandait déjà à l'époque, déjà dans les années 30, il demandait à ce qu'il y ait un revenu national, etc., et que pour eux, le socialisme, c'était l'éducation, l'organisation, qu'il fallait aider qu'il fallait aider tout le monde, il fallait réviser la constitution, etc. Donc en fait,
dans ce schéma de manière générale. Donc il y a ça. Et donc forcément ils vont être comment dire ils vont être coincés, ce qui est logique. Mais après il y a aussi le fait que outre la question de la politique interne, moi je rappelle juste que Ocasio-Cortez a soutenu à l'époque le coup d'État contre Morales, en disant Morales est un dictateur, il faut qu'il s'en aille. Bon, voilà, je suis méchant d'attaquer Ocasio-Cortez parce qu'on avait les mêmes ici en France qui disaient c'est très bien, Morales part, machin bidule. Et je rappelle qu'une semaine ou 10 jours plus tard, il y avait des vidéos de paramilitaires qui allaient dans les quartiers indigènes et qui tiraient à vue. Voilà. Donc, Ouais. voilà, je veux Ouais, dire là, alors, on voilà, avait les mêmes, mais voilà. c'était pas France Insoumise, hein, Oui, oui, je le non, mais, rappelle. oui, oui, non, certes, mais je veux dire, non, c'est souvent C'est les mêmes. le parallèle qu'ils font. C'est le C'est, parallèle qu'ils font, hein. oui, oui, mais Voilà. ce que je veux dire, c'est que les gens qui me disaient, c'est souvent des gens encore plus à gauche, des anards, des machins, trucs, voilà, qui étaient en mode genre, non, non, mais faut voir, ça va être bien, etc. Donc, Ah oui, oui, je vois. Oui. oui, oui. Donc il y a ça. Après, tu vois, genre, même si on peut prendre le cas même au-delà de la question LFI, mais même Mélenchon, je rappelle que Mélenchon en 2011 sur la Libye, il a pas été clair. Hein. Au début, Non, quand il a été nullissime. au début, quand tu l'écoutais, il fallait taper plus vite, plus fort que l'OTAN. Et puis après, il a dit ah non finalement, on va peut-être revenir, machin. Il faut peut-être quand même, voilà, Kadhafi, etc. Mais quand même avec un peu comment dire, Non, un peu de retenue. Donc il y a ça aussi, il y a le fait que quand on... Alors certes, les gens vont dire oui, mais à l'époque, Sanders a soutenu les sandinistes, etc. Nanani, nanana. C'est vrai que voilà, il y a ça, c'est un fait, tu vois. Mais il y a aussi le fait que aujourd'hui, si tu demandes à Sanders ce qu'il pense de la situation en Palestine, il est très clair, hein, Israël a le droit de vivre, machin, il y a peut-être génocide, je sais pas, et nanani, nanana. Donc même là-dessus, il est sur cette question-là. Et Ocasio-Cortez, quand il fallait voter pour le... Alors je sais plus, il me semble que elle a refusé le budget militaire, mais elle avait voté pour... comment ça s'appelle? Elle avait voté pour le... Ah, comment ça s'appelle? Le dôme de fer. Pour aider, faut que les Américains aident à filer un truc pour le dôme de fer. Donc, ceux qui ne savent pas, le dôme de fer, c'est le système de protection antimissile qui couvre l'intégralité d'Israël. Donc, moi, la question fondamentale que j'ai envie de penser à tous ces gens-là, c'est ok, d'accord, c'est très bien que y ait des gens qui viennent du DSA, qui sont venus par le DSA, etc., machin bidule, mais est-ce que vous pensez sincèrement que des gens qui, au niveau international, sont sur la ligne de leur propre impérialisme, vont profondément changer les choses au niveau national? Parce que c'est ça fondamentalement le truc qui se pose. Moi, je suis pas en train de dire c'est des fauchetons, n'importe quoi que ce soit, mais tu peux pas à l'intérieur réclamer. Enfin, en fait, si tu peux, mais alors du coup, si tu sous-têtes ton impérialisme à l'extérieur et tu considères que les Américains ont le droit d'avoir tous une baraque, ouais, ok d'accord, mais ça sous-entend que tu veux bien mener ta politique sociale seulement si ton impérialisme il est capable de s'étendre et de continuer à trouver de nouveaux marchés, à niquer de nouveaux pays, à pratiquer l'échange inégal, etc., etc. Donc là, c'est contradictoire, mais c'est contradictoire aux États-Unis, comme c'est en fait, c'est contradictoire comme dans l'ensemble en fait de comment dire de la sphère occidentale ou des principaux pays impérialistes. C'est toujours la même chose. Donc moi, je vois. là, on est dans un, je pense qu'on est au cœur de au cœur de la contradiction. Et après, je dois avouer, DSA, je connais je connais d'un peu loin. Après, il me semble que d'après ce que j'avais vu, en fait, ils avaient voté, alors je sais plus, c'était leur convention, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, la structure qu'ils devaient avoir. Et en fait, ils ont opté pour une espèce de structure décentralisée, hein, ce qui fait que t'as 5 ou 6 groupes, je crois, à l'intérieur de DSA. Ce qui fait que t'as Ouais, des socialistes démocratiques, des féministes, des syndicalistes, des marxistes-léninistes, des maoïstes. pas des maoïstes, ouais. Ouais, t'as le Caucus Liberation, donc t'as tout ça. Et, et comment dire? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en fait, quand le DSA, avant 2016 ou même au début des années 90-2000, c'était quand ils avaient 5000 membres, bon, ok, d'accord, tu peux te permettre d'avoir ce fonctionnement-là, mais aujourd'hui, je crois qu'ils en ont 100 000, je crois, un truc dans le genre 80, 100 000, je crois. Peut-être même plus, je Oui, sais oui. pas, ils sont à plus de 100 000. La vraie question, c'est est-ce que même à l'intérieur, avec les contradictions qu'il va y avoir, parce que chaque secteur a une stratégie différente, même au sein du DSA, t'as ceux qui sont plus portés sur les élections, pour l'action syndicale, d'autres qui veulent plus de mouvements de masse, etc. Tu vois, donc même à ce niveau-là,
est-ce que déjà ça va tenir sur le long terme? Je sais pas, hein, Bah, sur le long terme déjà en termes d'opposition qui risque d'y avoir. Mais comment dire? 85 000. 85 85 000 000, membres. ok, j'avais dit 100 000, mais bon, je savais plus, c'était entre 80 et 100 000, c'est ce que j'avais vu. Mais enfin, je veux dire, 85 000 membres, voilà, je sais pas si il y a autant de membres dans l'ensemble de l'extrême gauche. Je crois pas que l'ensemble de l'extrême gauche a 80 000 membres, hein, hors le PCF. Voilà, mais Bah, le PCF, ils ont 47 000. Hein, voilà, tu vois, donc, ils en ont la moitié. Donc, mais d'un autre côté, ça montre aussi le. C'est ça en fait. Enfin, ce qui est encore une fois paradoxal, c'est que t'as aussi ce truc de. Comment dire, à l'époque, la campagne de Sanders, etc., qui s'était lancée, qui était lui-même du DSA, etc., et ça a ouvert un peu les vannes. Et du coup, ça a ouvert les vannes et du coup, ça a attiré en fait, comment dire, en une décennie, en fait, ça a transformé le DSA en petite organisation et finalement un réceptacle de gens qui se disent ah mais il faut aller au DSA parce que ça bouge, etc. Machin bidule. Mais il y a la il y a le fait en fait que le DSA il reste fondamentalement en fait accroché à la politique du Parti démocrate. Et ça, tant que tu restes accroché à la politique du Parti démocrate, tu n'arrives à rien. Parce que je rappelle que, je terminerai là-dessus, ça fait depuis les années 70, il me semble que le parti communiste américain appelle systématiquement à voter pour le Parti démocrate. ouais. Parce qu'ils Ouais. ils ont plus ils présentent plus comment dire de candidats aux élections, etc. Et je crois que même quand Ils ont- je crois que même aujourd'hui, quand ils sont élus, parce que là il y a eu des élections, etc. Où il y a certains membres du Parti communiste, il me semble que c'est sur des listes communes ou en tant que membre du Parti démocrate. Enfin, il y a un espèce de truc comme ça. Ouais, localement, il Voilà. y a des membres du CPUSA Donc qui. là, ouais, donc là, ça pose, même au-delà de l'UDSC, etc., ça pose la question en fait de l'indépendance. C'est quelle va avoir ta marge de manœuvre si tu es élu sur une liste du Parti démocrate, ou tu es affilié au Parti démocrate. Quelle politique tu vas pouvoir mettre en application, quoi. Bah oui, je suis d'accord. Et en fait, le truc, et c'est ça que là, ça, c'est un des gros points que je critique à la vidéo, la double vidéo, c'est qu'il n'y a pas un mot sur la stratégie de l'entrisme. Il n'y a pas un mot de critique sur la stratégie de l'entrisme. Et bah, c'est un gros problème parce que enfin, je sais pas, en fait, ils sont ils se disent marxistes révolutionnaires et communistes. Et je suis désolé, mais bah, là, je vais pas me répéter, mais juste la stratégie de l'entrisme, on a comment dire, enfin, on a une expérience de ça. On a une longue expérience. On a plus de 100 ans de stratégie entriste à divers degrés. Moi, la réalité qu'on voit, c'est que on peut appeler de manière contingente à soutenir je sais pas, tel ou tel parti dans une élection quand on n'a pas qu'on n'a pas assez de force. Mais il y a un truc qui est toujours important, c'est qu'il faut avoir ses propres forces. Il faut avoir ses Mm. propres forces, sinon et des forces, ses propres forces indépendantes, si on est sérieux. Sinon, on est juste à la queue, on est juste dépendant d'un truc d'une structure organisationnelle plus grosse que soi, plus forte que soi, et qui peut te dire de fermer ta gueule à tout moment, et que bah, au final, juste pour survivre en tant que parti dans le parti, bah, tu dois juste dire, bah, juste aller, bah, juste dire oui, quoi. Et négocier un peu, espérer négocier un peu. Enfin, moi, je rappelle que le Parti communiste chinois, par exemple, il s'est développé quand il a commencé à se développer vraiment quand il a fait sécession du Kuomintang aussi. Et pourtant j'étais sur une barque à 10 là, peut-être pas 10, je sais pas. Mais enfin je veux dire pourtant ils étaient marginaux en termes numériques et on peut multiplier les exemples. Donc, ne pas critiquer ça dans leurs vidéos, c'est chelou. Hein. Enfin, moi, en tant que marxiste, ça devrait être quand même l'un des premiers trucs à faire. Si tu considères DSA comme un outil pour la révolution ou une potentialité progressiste, en tout cas, même juste une potentialité progressiste aux États-Unis, bah pourquoi tu critiques pas leur entrisme? Moi, franchement, ça m'épate. Hein. Vraiment, je comprends pas. Voilà. Voilà. Et oui, bah t'as raison. En plus, moi, il y a un truc qui m'a un peu. T'as parlé en fait du fait que AOC, elle est soutenue les fascistes boliviens, parce que c'est ça. Elle les a même reçus dans son bureau, hein, des fascistes boliviens, pendant le coup d'État de Morales, en parlant d'un dictateur, alors que le mec, il a été élu en permanence. Alors ok, on peut dire, ouais, il s'accroche au pouvoir, et c'est vrai d'ailleurs, hein, il s'accrochait, enfin, à l'intérieur, pas au sens dictatorial, mais
il s'accrochait au pouvoir. Dans son parti, il a pas laissé beaucoup de place pour une autre figure d'émerger, hein, pour permettre à une autre figure d'émerger. Hein, Morales, faut pas mentir là-dessus non plus. Mais il a été élu démocratiquement. Enfin, je veux dire démocratiquement à tout point de vue, y compris par rapport aux instances internationales. Enfin, il y a rien à dire, hein, sur ces élections. Et juste dire, bah non, c'est un dictateur, vas-y, hein. Enfin, c'est tellement grossier en fait comme propagande, et que elle, l'égérie de la gauche américaine de DSA, bah, se mettre totalement en ligne avec ça, mais juste c'est lunaire quoi. Et puis même sur le Venezuela, à une époque où, enfin, là on parle pas de récemment, parce que là on peut critiquer Maduro. Enfin, on peut toujours critiquer Maduro, mais on peut critiquer même le fait que Maduro, en gros, voilà, hein, il y a un virage qu'on peut qualifier d'autoritaire, hein, récemment, mais même à l'époque où il n'y avait rien à dire d'un point de vue démocratique et tout ça, elle criait avec les loups. Et pareil avec Israël, je veux dire, le truc, c'est que ils en parlent, enfin, Chris surtout, il en parle en mode ouais, on aurait beaucoup de trucs à critiquer, moi je cite, hein. On aurait beaucoup de trucs à critiquer sur AOC, et aussi, c'est la pratique du pouvoir qui veut ça. Mais déjà, elle n'a pas pratiqué le pouvoir, elle était membre du Parlement, hein, et je veux dire, déjà, voilà. Et ensuite, bah non, je suis désolé, ça, c'est des positions qu'il y a pas besoin d'être des gros staliniens pour les avoir, hein, d'être des gros communistes révolutionnaires. C'est littéralement une position que tu dois avoir si tu as juste un petit peu d'anti-impérialisme, une vision un peu anti-impérialiste conséquente. C'est simple. Et c'est dans leur plateforme. Et dire que c'est l'usure du pouvoir, bah non, c'est pas l'usure du pouvoir, c'est quoi ces conneries? Je veux dire, elle est juste membre du Parlement, elle a gagné sur rien, elle a avancé même d'un point de vue social-impérialiste, j'avais déjà dit, elle a pas avancé, mais même là-dessus, je veux dire, elle s'est mise, mais elle s'est mise en ligne avec son propre fascisme, enfin, je suis désolé. Et juste balayer ça d'un revers de main, alors que ça devrait juste la disqualifier, elle, hein, la disqualifier unilatéralement, mais genre, vraiment, il devrait aussi, normalement, c'est terminé pour n'importe quel communiste. S'il y en avait qui étaient, on va dire, naïfs avant, là, normalement, c'est terminé. Tu vois, c'est unilatéralement terminé. C'est tellement unilatéralement terminé qu'on est à un point où, et ça, et je ne comprends même pas qu'il n'en ait pas parlé, mais on en est à un point où la DSA a retiré son soutien Ouais. à Mm. Ocasio-Cortez. Oui, bah justement, à cause Elle de ça. l'a retiré l'année dernière. Mm. Donc, même DSA, avec tout le mal que je viens de leur dire, voit bien que c'est pas juste ça. Enfin, que l'accusation de l'usure du pouvoir enfin, je veux dire, ils disent, bah non, non, c'est juste un outil de propagande, c'est juste un autre visage de l'impérialisme américain, de la reddition au pacte, au pacte impérialiste américain, et même pas même pas pour apporter aux masses américaines parce que ça, c'est un truc qui me fume en plus, c'est que même par rapport aux autres pays impérialistes, genre les États-Unis, enfin les masses américaines ne demandent même pas les gains de l'impérialisme plus que ça, quoi. Donc, et elle s'est même pas battue pour ça, quoi. Donc, je veux dire, il y a rien à sauver chez aussi. Et lui, il est en mode, ah, il balaye ça d'un revers de main, en mode, on peut critiquer des trucs, mais tu sais, c'est l'usure de pouvoir, c'est normal. Il dit, ne soyez pas trop dithyrambique, ne soyez pas dithyrambique. Bah si, je vais te dithyrambiser la gueule parce que je suis désolé. Là, c'est inconséquent en fait de pas la hagra sur ce point-là, quoi. C'est pas possible. Mais C'est pas ça. ouais. C'est juste pas sérieux. Et là, surtout que là, tu te situes à droite de DSA quand tu dis ça. Je veux Ouais. dire, Mm. mais complètement à sa droite. Mais tu vois, Donc voilà. par exemple, sur DSA, je fais juste un truc, mais ça me fait penser ça me fait penser au fait que je crois que c'était l'année dernière, je crois. Oui, bah ça devait être l'année dernière parce que c'était pour la candidature à le candidat qui était pour la vice-présidence de Kamala Harris. C'est Tim C'est Walz moi. qui est C'est moi. je crois qu'il est gouverneur du Minnesota, je crois, un truc dans le genre. Ouais, Oui. enfin c'est un truc dans le genre. Et je me souviens à l'époque, ils avaient posté un truc comme genre oui, c'est très bien que Kamala Harris prenne Tim Walz parce que Walz c'est quand même connu. Voilà, ça montre qu'il y a une pression de la part des membres du DSA pour supporter la libération de la Palestine et c'est bien qu'on fasse pression. Vous avez vu sur l'établissement démocrate, tu vois, genre nani nana et ils étaient un peu en mode genre finalement c'est un bon choix qu'on ait pris lui nani nana et
Il y a des gens qui ont dit, mais en fait, quand vous regardez, en fait, Valls, c'est un démocrate très modéré, ok, d'accord, alors il est pour quelques mesures sociétales, tu vois, je dis pas, tu vois, mais en gros, c'est un loup qui était déguisé en brebis, et le truc, c'est que Valls était connu pour parler devant, comment dire, je sais plus devant quel lobby israélien il a parlé, après le 7 octobre, il a dit qu'il avait toute sa solidarité avec Israël contre le Hamas, et etc. etc. Je crois qu'il avait refusé, je crois, il y a des familles de Palestiniens qui avaient dit ouais, c'est bien que vous rencontrez des membres de famille de personnes génocides à Gaza, il a refusé. Enfin, il y a énormément, il y a plein, plein, plein de trucs comme ça. Et soutenir ça, en fait, tu te retrouves à devoir, tu vois, soutenir ce genre de choses. T'es obligé de soutenir ce qu'il y a le moins pire, tu vois, dans le truc démocrate. Mais d'un autre côté, tu vois, le véritable problème qu'il y a, et ça c'est un problème qu'on a partout, c'est qu'en faisant ça, tu retires le véritable objectif, comment dire, le véritable objectif en fait qui devait être, je sais pas si le DSA va faire ça, mais c'est un truc de base, c'est-à-dire en gros il faudrait commencer à réellement construire un parti indépendant qui représente les masses populaires, la classe ouvrière, etc. Tu vois. Et tant qu'il y aura toujours le fait de continuer de se mettre derrière, de se mettre derrière le démocrate, etc., ça n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, c'est, à mon avis, un des grands, je sais pas, c'est un problème ou un choix tactique ou stratégique qui s'explique aussi par la manière dont, comment ça s'appelle, comment dire, après 2016, quand Sanders a pas été retenu, etc., machin bidule, le fait que il y a eu des pressions pour lui dire ah mais ce serait bien de commencer à créer un mouvement, parce que c'est ça en fait qui se disait un peu derrière ça, ce serait bien qu'on crée un mouvement, qu'il y ait un mouvement qui se crée indépendant, etc. Et Sanders avait reculé parce il devait se dire voilà, c'est compliqué de faire un troisième parti, etc. Dans ce truc-là, aux États-Unis, c'était pas soutenu, machin visuel. Donc on est dans ce problème-là qui est de se dire ah bah on va voter pour ça parce que c'est tout ce qu'on peut avoir, on peut pas espérer mieux parce que si on y va tout seul on va se faire écraser, etc., etc. Et là c'est une impasse stratégique, ou alors c'est penser que tu vas rentrer à l'intérieur du DSA et du coup ça va être ta tendance qui va l'emporter, et si ta tendance va l'emporter, elle va transformer intégralement l'organisation. Oui, mais les autres Mais en plus, tendances, mais les autres tendances, elles vont dire quoi? Ça va finir comment? Ça va finir comme le NPA au final. Alors la tendance va dire ah non, vas-y, vas-y, ça me plaît pas, je me casse. C'est comme ça que c'est. Enfin, mais oui, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de viser spécifiquement ce genre le trotskisme en général, surtout que bon, les maoïstes, ils ont eu 20 000 scissions aussi, c'est pas le problème, tu vois. Mais c'est juste bien que sûr, bien sûr. mais c'est juste que le truc de se dire on va faire des tendances, machin bidule, et donc en fait là t'as la tendance qui vient, qui est plus ou moins majoritaire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a une autre qui devient majoritaire. Est-ce qu'elle va pas dire ah machin, puisque maintenant on est plus majoritaire, nanani, nana, est-ce que on va pas partir pour faire autre chose et pour faire nanani, nanana. Donc tu vois, je suis. Mais oui. Je perçois, en fait, je comprends l'attrait qu'il peut y avoir quand tu es aux États-Unis de vouloir se dire rentrer au DSA. Enfin, moi, je préférerais 1000 fois une personne qui rentre au DSA plutôt qui rentre à ACP. Hein. Genre, voilà, qu'on soit clair, tu vois. Il y a pas Mais de, oui. il y a pas de, il y a pas de, pas de truc possible, tu vois. Mais, comment dire, le fait de rentrer là-dedans et de se dire, je vais rentrer là-dedans. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le même truc que les gens, tu vois, qui rentrent au PC, qui sont au truc, ils se disent, t'inquiète, on va changer le parti de l'intérieur. Enfin, il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc-là, et on n'arrive pas. Collectivement, on n'arrive pas à se dire comment est-ce que, à partir de quand, de quelle base et à quel moment on réussit à se dire ça sert à rien de rentrer là-dedans, parce qu'on va perdre du temps, de l'énergie, et quand est-ce qu'on recommence pas à retravailler à la base, etc., fonder quelque chose qui permette petit à petit ensuite de, comment dire, de monter, de grimper, nanani, nanana. Parce qu'il va se passer quoi? Je veux dire, là maintenant, pour revenir au sujet de base qui était quand même l'élection de Mamdani, c'est que maintenant en plus on sait que Mamdani il a déjà commencé à faire certains reculs sur ce qu'il a demandé, que ce soit sur la question de la Palestine, où il a dit qu'il fallait pas dire le mot intifada, fallait pas utiliser le mot je sais pas trop quoi, que c'était pas une bonne appellation. C'était vraiment le moment d'expliquer que Maduro et Diaz sont des dictateurs.
Ok, très bien. Tu vois. Ah oui, ça c'est sûr que, ah oui, c'est sûr qu'aux États-Unis, Comment, ouais. c'est sûr que dire ça aux États-Unis, c'est waouh, c'est ouh. Mais Alors il a c'est, du courage, il y a hein. ça, et puis il y a l'histoire du maintien de la chef de la police de New York aussi déjà. Donc Oui. il est déjà, il va être institué dans 2 mois et déjà il est obligé de faire, de reculer. Et moi je pense que ceux qui disent ah faut continuer de faire pression sur l'appareil démocrate, sur machin, sur le bidule, il faut quand même faire pression parce qu'il va réussir à mettre en place ce truc, ça marchera pas comme ça. Il va être, Bah, Mamdani va être coincé. Et c'est même pas une question simplement personnelle, c'est pas simplement lui-même, c'est juste que la position dans laquelle il est va très certainement et très probablement l'obliger à devoir revoir à la baisse ce qui peut être promis dans le programme. Et ça, bah ouais. ça va être un problème parce que c'est toujours la même chose. Il va y avoir il y a une victoire électorale, il y a beaucoup d'espoir. La personne ne va pas forcément mettre en place le truc ou va en mettre une partie, enfin, etc. Et du coup, bah, ça va faire chuter. Ça va faire chuter ça va faire chuter tous les espoirs. Et encore, je dis ça, je serais même pas étonné qu'après l'investiture de Mamdani, Trump fasse le coup qu'il fait absolument partout, c'est-à-dire mobiliser la garde nationale pour dire ah vous avez vu c'est le bordel à New York, ce qui est pas vrai d'ailleurs mais il pourra l'utiliser. Et là, il pourra en plus jouer contre Mamdani, qui concrètement sera dans la même situation que tout le monde, c'est-à-dire il pourra strictement rien faire. Bah ouais. Donc en fait, Bah ouais, il a donc, déjà menacé de couper des voilà, financements. alors on est De guerre. déjà. Alors, après, ça, il y peut rien, Dani, je veux dire, c'est le jeu, il est élu, il se fait directement attraper à la gorge, voilà, je veux dire, c'est pas, le but, Ouais, mais ça, c'est pas de lui jeter l'opprobre dessus, mais c'est voir à quel point on peut pas simplement, aujourd'hui, se contenter de dire ah mais c'est bien, Mamdani a gagné, tu vois. Ah, certes, il y a une hystérie à droite, à l'extrême droite, c'est le Hamas qui a gagné, c'est un islamiste, je sais pas trop quoi, tu sais, oui, non, il faut les laisser, il faut les laisser dans leur panique, tu vois, parce que c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Et nous, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le fait que d'accord, ok, Mamdani est élu, mais concrètement, est-ce que ça va être un marchepied, est-ce que ça va être un marchepied supplémentaire à plus? Est-ce que ça va radicaliser les Américains? Est-ce que ça va créer une brèche? Pourquoi pas? Alors, faisons le pari, je dis à la rigueur, tu vois, on est peut-être trop pessimiste, j'en sais rien, tu vois. Faisons le pari, imaginons que ça arrive, tu vois. Mais ce sera quoi le débouché? DSA il fera quoi? Enfin, je veux dire, DSA, au-delà de ça, même la gauche, machin, ceux qui veulent soutenir Hamdani ou ceux qui ont cette politique-là de ah, on se place un peu à gauche du Parti démocrate, etc., etc. Ces gens-là vont faire quoi? Ils vont faire comme Cortez, comme d'autres. Ils vont être obligés de se coucher. Bah oui. Bah clairement, enfin, là, on t'a parlé de Trump qui interviendrait, mais enfin, peut-être il y avait Baden-Panada qui en avait parlé. Il a dit mais pourquoi il donne autant de gages alors qu'en vrai, électoralement, il aurait probablement gagné sans ces gages-là. Enfin, faut arrêter. Hein. De toute façon, de toute façon, électoralement, tu gagnes pas en allant vers le centre. Et d'ailleurs. À leur crédit, hein, la part du team, ils le disent bien, ils l'expliquent très bien. Ça, c'est vrai. Mais en fait, pourquoi il le fait? Parce qu'il a besoin d'avoir le soutien démocrate. Parce qu'il a besoin de garder le soutien démocrate. Parce que, justement, le DSA est dépendant de. Enfin, quand tu fais de l'entrise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu fais de l'entrise, tu es dépendant, en fait, de la structure plus globale. Donc, il est obligé de donner des gages pour pas se faire lâcher, tout simplement. Et de toute façon, pour moi, ça marchera même pas parce que bon, la réalité, c'est que ils ont fait, il a quand même failli. Je dis pas qu'il a failli perdre, mais je veux dire, il a fait la primaire et le mec, Andrew Cuomo a perdu. Il s'est quand même présenté et il a quand même fait un gros score, quoi, tu vois, comparé pour un mec. Pour un mec qui a fait la primaire démocrate, il a fait quand même qui a perdu une primaire démocrate dans une ville qui va quand même voter démocrate, il a quand même, enfin je sais pas, la victoire démocrate, elle a quand même, enfin la victoire de la primaire démocrate, normalement ça te met une autoroute quoi, voilà. Et ça, il a quand même, il a gagné nettement, tu vois, Zoran, mais il a pas gagné 70 avec 70% quoi. Bref. Mais après, Ou après, oui, vas-y. après, tu vois, il y a un autre problème. Il y a un problème il y a un problème qui est structurel aussi aux États-Unis. C'est que les États-Unis, t'as deux partis. T'as deux partis. Et quand tu regardes le Parti démocrate, je veux dire, c'est comme si en France on avait un parti à gauche qui irait de Besancenot à Valls. Je le Ouais, prends, je le prends de manière très large. On pourrait prendre encore plus, mais voilà, ou je veux plus dire, large.
Non mais Mais bon, en gros voilà, ce serait du NPA jusque la droite, l'extrême droite du PS quoi. Il y a encore voilà, tu vois, on aurait ce truc là. ouais, jusqu'à la droite macroniste. Ouais, Hein, c'est ça, voilà, jusqu'à la gauche, entre guillemets, macroniste, même son centre, tu vois. Donc on aurait ce truc-là gigantesque, ce qui fait que déjà le système est complètement vicié. Et j'aime bien, c'est Julius Nyerere qui était premier président de la Tanzanie dans les années 60, 70, 80, qui était un socialiste africain proche de la Chine, etc. Il y a une citation de lui qui est trop marrante, il dit, vous savez, les États-Unis sont également un État à parti unique, mais avec leur extravagance typiquement américaine, ils en ont deux. Mais c'est vrai. Et c'est Mais et- c'est tellement. et c'est vrai, c'est ça en fait, c'est que tu peux, et c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Sanders, etc. Il y a aussi ça en fait, il y a le fait que l'ensemble du système est vicié avec les grands électeurs, les machins, et donc en fait, c'est pour ça en fait que moi, pour me faire l'avocat du diable, la stratégie mise en avant par le DSA, de se raccrocher au Parti démocrate, etc. Si tu veux jouer le jeu, oui, parce que t'as pas d'autre solution. Si tu te présentes tout seul, etc. T'auras pas l'investiture, les trucs, tu sais, tu vas te faire laminer, puis souvent les gens font pas confiance. Enfin, tu vois, genre tu fais pas partie du. C'est pas, ouais, c'est pas quelque chose qui est. Peut-être que je me trompe, hein, mais de ce que je vois, j'ai souvent l'impression que c'est quand même comme ça que ça se passe, quoi. C'est souvent les deux grands partis avec des fois, je sais pas, t'as un libertarien, une écolo, etc. Un écolo ou une écolo ou une libertarienne qui passe, tu vois. Mais majoritairement, c'est les deux grands partis. Et donc, Bah, ce qui se passe, c'est que c'est que là, comment dire, t'es obligé de te raccrocher donc aux États-Unis au Parti démocrate et en sachant en plus que tu connais l'histoire du Parti démocrate, d'où vient le Parti démocrate, etc., comment il a été formé, sur quelle base, etc., et comment est-ce que voilà, il a développé sa propre gauche, etc., et comment est-ce que avec comment dire, en fait le véritable tournant démocrate, c'est avec Clinton. C'est là qu'officiellement, ils abandonnent leur ancienne stratégie de plutôt s'adresser, tu vois, même à cette époque-là, s'adresser aux classes populaires, etc. C'est lui qui va transformer la ligne intégrale du Parti démocrate en parti libéral, néolibéral, il faut s'adresser aux classes supérieures, etc. etc. Même au-delà de ça, tu vois, le fait que tu te retrouves là-dedans et tu peux être le pôle radical au sein de comment dire du Parti démocrate. Mais même si tu as un pôle radical, il faudrait que tu arrives à être le pôle central en sachant que tu ne seras jamais structurellement, c'est impossible. bah ouais. C'est juste impossible. Tu t'espères qu'en étant un truc radical, tu vas influencer les autres petit à petit qui vont potentiellement se déporter sur la gauche. Mais quand tu connais en plus la politique qui est menée même par des démocrates qui sont modérés, entre guillemets centristes ou même de centre-gauche, enfin qu'on peut qualifier comme ça dans le parti démocrate. Alors, moi, je sais pas si c'est une perte de temps ou c'est s'illusionner sur le fait que, encore une fois, on peut changer les choses de l'intérieur avec de la bonne volonté, etc., etc. Quoi. Donc, Bah, moi, ce que je vois, c'est que je sais pas exactement comment l'articuler, mais tu vois, à mon avis, il y a une double impasse sur à la fois la volonté, tu vois, le DSA et d'être à la fois une espèce de relais au sein du Parti démocrate pour essayer de lui faire pression et de se dire c'est la bonne manière de faire. Et de l'autre côté, t'as un peu ce côté où tu dis finalement si t'es aux États-Unis, qu'est-ce que c'est quoi le truc le plus révolutionnaire que t'as à faire à part monter un groupe très mobile et je veux pas en dire plus parce que voilà. Mais non, je déconne, hein. Mais tu vois, genre il y a le côté aussi, tu sais, j'aimais bien, moi, tu sais, on parlait de Badam Penana, mais c'est lui qui disait, quand il critiquait et tout, les gens qui avaient dit, ah, il faut voter démocrate aux élections, parce que sinon on va avoir Trump, etc. Il disait, ouais, alors en fait, en gros, vous avez le choix entre voter pour le parti qui soutient le génocide et le parti qui soutient le génocide. C'est super le choix, hein. ouais. Et Ouais, ouais. les gens appelaient à dire, faut voter pour le parti qui est pour le génocide, mais il est à gauche. Ça va. Avec lui, ça va, avec lui, ça va aller mieux. Donc, c'est ça, en fait, c'est que, tu vois, ce truc-là, il est pervers. Tout ce truc là est pervers, tu vois, genre si tu rentres là-dedans, t'es obligé au final, tu vois, de soutenir des positions que tu vas pas avoir, et donc implicitement, tacitement, est-ce que tu soutiens pas la politique du parti qui est très timoré, et encore je dis timoré gentil, sur le génocide à Gaza, etc., 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 tu vois. Donc Ouais. et ça c'est des choses, que
Et ça, c'est des choses qu'il faut, je sais pas, qu'il faut qu'on arrive à penser vis-à-vis. Enfin, on n'est pas aux États-Unis. Je veux dire, nous, voilà, je veux dire, nous, on n'est pas dans ce truc-là. On est un truc parlementaire, etc. Tu vois, mais même de manière générale, sur c'est quoi aujourd'hui profondément repenser notre stratégie, notre approche, qu'est-ce que c'est que refaire des organisations de classe, etc. Tu vois, et j'ai l'impression que surtout dans les pays impérialistes, j'ai l'impression que c'est dur de revenir à cette comment dire, de revenir à cette tradition, tu vois, de se dire il faut qu'on ait une rupture claire et nette. Et moi, la peur que j'ai, je terminerai là-dessus, après je te laisse la parole, la peur que j'ai, c'est que cette rupture, elle arrivera. Mais la peur que moi j'ai, c'est que cette rupture, elle arrive trop tard, et potentiellement s'il y a une guerre inter-impérialiste qui éclate. Parce que généralement, c'est comme ça que ça marche. Hein. Les grands trucs, enfin, comment dire, les grandes scissions, etc. C'est toujours quand il y a un événement comment dire, qui sépare le bon grain de l'ivraie, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que si on arrive à ce stade-là, tu vois, je dirais pas que c'est trop tard, tu vois, mais encore une fois, on sera en train de se dire, merde, en fait, on a raté le coche, tu vois. Bah oui, bah, moi après, moi je serais un peu, comment dire, plutôt critique sur la façon de. Bah, tu dis ouais, il y a le collège électoral, il y a les grands électeurs, Après, etc. Oui, mais ça c'est. non, attends, juste après, je me permets de faire l'avocat du diable, tu vois, genre, je dis pas que c'est quelque chose de bien, tu vois, c'est juste, je me dis, de l'expérience de pensée, tu vois, j'essaye de, tu vois, genre... Oui, non, d'accord, mais ce que je veux dire, comment dire, évidemment que tu vas pas faire enfin, si tu fais un troisième parti demain, évidemment que tu vas pas directement présenter te présenter aux élections présidentielles, quoi, tu vois, parce que évidemment, là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est ultra verrouillé d'une certaine manière, parce qu'il faut avoir faut être partout en fait, il faut être dans tous les États, et donc il faut avoir des forces et une structure très forte. Néanmoins, cet argument des grands électeurs, si on part du principe qu'il faut absolument, si on part du principe qu'on veut jouer sur le côté électoral, et moi je suis pas contre investir investir les trucs électoraux, bah on peut partir des élections locales, hein. Il y a moyen. Je veux dire, la plupart, d'ailleurs, dans plein d'endroits, que ce soit les élections municipales, les élections locales, il y a plein d'endroits où les indépendants qui gagnent. Donc, peut-être commencer par là, construire des structures locales qui font des bons résultats, même d'un point de vue et de grandir à partir de ça, ça serait beaucoup plus efficace que d'espérer un jour prendre le lead du Parti démocrate ou d'infléchir en tout cas sa ligne. Parce que voilà, comme on vient de dire, mais on va pas répéter, c'est pas possible, quoi. Genre, c'est une vue de l'esprit. Maintenant, en réalité, bah oui, quand on construit une nouvelle organisation, quelle que soit la stratégie, tu es obligé de partir petit. Mais c'est pas nouveau. Enfin, et moi, je trouve que c'est pas nouveau et c'est pas exceptionnel aux États-Unis, quoi. Ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Et là où je vais, qu'est-ce que je voulais dire Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si ça va venir. Merde, j'ai plus ce que je voulais, j'ai plus ce que je voulais dire. Bon, en tous les cas, moi, dans tous les cas, si on veut qu'il y ait comme ils disent sur la page du team, une gauche de gauche aux États-Unis, bah, il n'y a pas à chier. Une organisation indépendante d'un de notre organe. Point. Et oui, ça va être long, c'est long, mais il n'y a pas un exemple de parti qui a pris le pouvoir, qui a renversé la table politiquement, on va dire, quel que ce soit réformiste ou tout ce que tu veux, ou révolutionnaire, il n'y a pas un exemple de parti qui n'a pas commencé ultra petit, voire marginal. Il faut être clair là-dessus. Et Et il y a un autre enfin, point, moi, je. et il y a un autre point Ah là-dedans, si, ah si, ah si, ah si, je voulais dire un truc, excuse-moi. Juste d'un point de vue la stratégie de l'entrisme, on a aussi littéralement un exemple, parce que la stratégie de l'entrisme, ce qui est dit, c'est ouais, on rentre dans le parti, et ensuite on infuse la ligne, et ensuite petit à petit on monte, et on gagne le parti, et puis après, ben, bam, on est au-dessus. Mais en fait, on a un exemple littéralement de ça qui est arrivé en Angleterre. Genre Corbyn, il a Mm. littéralement gagné la présidence du Labour. Regarde le résultat. Il s'est fait défoncer en interne. Toutes les lignes droitières blairistes, ils se sont fait
elles ont comploté, mais Day One. On peut dire qu'il a été trop gentil avec les lignes de droite et tout ça, mais en même temps, c'était une nécessité parce que tu as décidé d'être dans le Labour, tu essayes de gérer les lignes opposées, quoi. Et du coup, bah voilà, la réalité, c'est qu'on a un exemple, mais genre, littéralement en laboratoire c'est même pas de l'entrisme, si tu veux, parce que Corbyn, il est au Labour. Enfin, si, d'une certaine manière, c'est une aile, c'était l'aile gauche du Labour, il était lié, je crois, je me demande s'il n'était pas lié aux socialistes Labour à l'intérieur, enfin voilà, de cette branche-là. Il a gagné. Et il s'est fait défoncer par la structure en ayant gagné. Alors ça a pris quelques années, hein, mais il s'est fait défoncer. Et Et, s'il et, avait, et aujourd'hui, vas-y. et aujourd'hui, il a saboté. Et aujourd'hui, il a réussi à saboter son nouveau parti. Hein, pour se mettre avec les indépendants. Bon, bref. Bref. Ouais, oui, C'est un oui, autre truc, mais c'est juste que oui, l'exemple de Corbyn est très bon. Mais après, même on prend au niveau français, ce qu'a fait Mélenchon quand il a décidé de quitter le PS. oui. À son niveau, évidemment, mais je veux dire, voilà, Ouais, ouais. lui, il a acté le fait que voilà, ça servait plus à rien, etc., qu'il y avait une autre dynamique à lancer, etc., etc. Mais tu vois, moi je voulais appuyer sur un truc, c'est que, outre la question de repartir les petites structures, etc., quand t'as forcément au début et tout, refaire des réseaux, etc., il y a aussi un truc très important, c'est que aujourd'hui, moi je pense que ce qui doit être mis en avant, ici et encore plus aux États-Unis, enfin c'est les États-Unis et puis même je pense, dans tous les pays impériaux, etc., c'est la lutte contre son propre impérialisme. Et enfin, d'autant plus aux États-unis. On sait que Mais oui, parce qu'on sait que c'est ça aussi, parce que quand on parle, quand on dit il faut comment dire, se désenclencher comment dire, de l'établissement du Parti démocrate, c'est aussi ça en fait. C'est que le Parti mais démocrate oui. reste un parti qui soutient son impérialisme, tu vois. Même si c'est à gauche, même s'il dit qu'il est plus démocrate, plus machin, plus. Mais ça, tu vois, ça c'est un truc général en fait. Je sais pas, je pense que ça a toujours existé. Je pense que ça a toujours existé cette vision morale, mais je sais pas si ça fait quelques années là, je sais pas si ça fait une dizaine d'années. Faudrait, je sais pas, vérifier, faire des recherches, machin bidule, mais comment dire, le côté. Non, mais au final, notre impérialisme, notre bourgeoisie, elle est mieux parce que elle est démocrate, ou Ah démocratique. ouais. Elle apporte des droits, etc. Tu comprends, face aux méchants, face à la Chine, face à la Russie, qui eux sont des rétrogrades barbares, etc. Tu vois, genre. Et qu'on entende ce discours-là de la part de personnes qui sont pas dans le camp politique, ça va, tu vois. Mais quand c'est des personnes qui peuvent se dire à gauche, marxistes, anarchistes, etc., et qui finalement ont des grilles de lecture entre bon et mauvais, Ouais, ouais. c'est déjà problématique chez nous, mais alors, Aux US, c'est 1000 fois pire. imaginez l'imaginer aux États-Unis avec tout ce que ça implique aussi, parce que ça implique aussi le fait que aux États-Unis il y a la question, moi je pense qui très légitimement, il y a la question des nationalités opprimées au sein des États-Unis, que ce soit les Afro-Américains, les Latinos, ce qui reste des natifs, la question de Porto Rico, la question des territoires volés aux Mexicains, enfin je veux dire il y a plein de, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont à comment dire, qui sont plus les possessions qu'ils ont, etc. Machin. Hawaï, que ce Ah ouais. soit, enfin voilà, voilà, Hawaï qui aujourd'hui est un État, alors qu'en fait voilà, il y a un processus de colonisation, etc. Qu'ils ont fait voter en 50 pour que ce soit un État parce qu'ils savaient très bien que ils allaient avoir une majorité. Mais ça pose des questions d'une ampleur absolument gigantesque. Et je pense qu'aujourd'hui, une organisation communiste révolutionnaire dans un pays comme les États-Unis, si elle n'a pas, pas forcément son point principal, mais si dans ses points, elle n'a pas concrètement l'anti-impérialisme et la lutte contre son propre impérialisme, ça fonctionnera pas. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué, on l'a vu dans l'histoire. Hein. Quand il y a des organisations qui ont commencé à lutter contre l'impérialisme américain, il y a des gens qui sont encore en tôle aujourd'hui. Hein. Bah ouais. Et je parle du Black Panther Party. Et d'autres, parce qu'ils ont fait leur coalition avec d'autres. Mais je veux dire, soit ils se sont fait liquider physiquement, soit ils ont pris 180, 1800 ans de tôle non compressible. Tu vois. Et où il y en a qui sortent aujourd'hui alors qu'ils ont 70 balais après en avoir passé 40 ans, voire plus, tu vois. Bah, Donc, ouais. donc il y a aussi ça, il y a aussi ça, la véritable question est là aussi, c'est que moi si demain il y a une gauche qui arrive au pouvoir aux États-Unis, type DSL, etc., ok, pourquoi pas, tu vois. Mais si cette gauche-là, c'est juste pour dire,
En fait, on va continuer comme avant, mais vous inquiétez pas. Au lieu d'envoyer du napalm, on va juste envoyer des drones, tu vois. Bah, Ben oui, voilà, et là on peut faire la critique, et là on peut faire aussi la critique. On peut aussi faire la critique en interne, et c'est le même problème qu'il y a avec avec la France insoumise. C'est pareil, tu vois. Leur discours, le discours de Mélenchon est ambigu. Il parle d'un côté de la Nouvelle-France, comme il a oui. parlé de la Creusot, etc. Mais il met toujours en avant la francophonie. On est sur tous les continents. Nanani, nanana. On a notre présence, etc., etc. Tu vois, genre il y a toujours ce vieux fond qui, comment dire, qui est toujours là, qui est dire non, mais vous savez, finalement, la France, c'est pas que l'Hexagone, c'est un truc plus important et tout. Oui, mais frérot, si on allait jusqu'aux les îles du Pacifique, c'est pas par intervention du Saint-Esprit, hein. Et c'est pas parce que les grandes idées de la Révolution française sont arrivées du jour au lendemain à Tahiti, hein. Donc ces questions-là, qui nous travaillent déjà chez nous, elles sont d'autant plus importantes aux États-Unis, qui est quand même le principal pays encore impérialiste, enfin en tout cas occidental, etc., qui est encore debout et qui connaît comme dit avec Trump, etc. Puis on le voit puisque c'est en train de, comment dire que Trump il est en train de mettre les bouchées doubles parce que il veut absolument remettre America First, etc. Et donc ça passe par des politiques de plus en plus agressives, économiques, militaires en avant. Et c'est comment est-ce que quelle peut être une réponse de DSA, de la gauche, l'extrême gauche américaine, etc. vis-à-vis de ça, quoi. Quelle position tu vas y avoir, parce que moi je veux pas non plus, je veux pas non plus enfoncer des portes ouvertes ou être méchant, tu vois, mais tu prends la comment dire, tu prends la guerre du Vietnam, l'écrasante majorité des syndicats américains soutenaient le gouvernement, hein. Mais oui, Alors, mais oui. je veux pas dire à 100%, j'ai pas les chiffres, mais je veux dire de manière générale, les grandes centrales syndicales, que ce soit les principaux trucs du pays, que ce soit dans l'automobile, dans le transport, etc., c'était un soutien franc et affiché au gouvernement américain. Je dis pas qu'il n'y avait pas des mecs qui gueulaient, etc., mais c'est juste que ça montre à quel point il y a une intégration forte qui s'est faite. Après, qui vient aussi de l'histoire américaine et le propre développement de l'AFL, etc. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'un jour on en parlera parce que c'est intéressant comment est-ce que le syndicalisme américain, en fait, très conciliateur, est arrivé en Europe. Et pourquoi le syndicalisme américain est devenu précurseur de tout ça avec Gompers, l'AFL, etc. Le syndicalisme comment est-ce qu'on appelle ça de business unionisme, etc. Comment est-ce qu'il fallait participer, etc. L'intégration à tout ça. Et cette intégration-là, elle fait que oui, ben oui, les principaux syndicats à l'époque, ils soutenaient la guerre au Vietnam, tu vois, parce que ben, c'est sûr que si tu fais des hélicoptères, ah, bah, c'est sûr que les mecs qui travaillent dans les usines d'hélicoptères, quand t'es syndicaliste, t'as envie qu'ils aient plus de thunes, hein. Ah, et c'est sûr que Euh, et tant pis s'ils mitraillent des buffles et des Vietnamiennes en train de ramasser du riz dans une rizière, hein, c'est con, tu vois, mais voilà. ouais. Donc c'est ça, c'est des questions qui sont très importantes et qui doivent être adressées. Je sais pas après, tu vois, la manière dont le DSA il pense ça. J'avoue que c'est des. Encore une fois, il faudra enquêter parce on parle de beaucoup de trucs. Tu vois, moi, j'avoue que c'est un peu là, j'avoue que je parle peut-être pas de ressenti, mais de comment je le vois d'un peu loin, tu vois. Peut-être qu'en fait, ils ont une plateforme. Voilà, je sais que le DSA, il y a pas, comme tu l'avais dit, avait pas mal. À retirer son soutien à Ocasio-Cortez, Ah, etc., ils ont été un peu, ils sont fait un peu attendre sur la question de la Palestine, etc. Mais c'est une question plus importante qui va se poser, qui se pose autant aux Américains qu'à nous, puis elle se pose à nous, à tous les pays, ça se pose comme ça se pose aux Russes, comme ça se pose à, je sais pas, aux Japonais, aux machins, enfin à plein de pays, à plein de peuples à travers le monde, quoi. bah ouais. Bah beaucoup sur les pays impérialistes. Moi, je suis rejoint complètement sur le fait que on doit être inflexible sur l'anti-impérialisme. Et en fait, là, je reviens sur la vidéo, c'est que bah quand ils font le comparatif entre les deux programmes, entre le NFP et TSA, ils disent ouais, ils sont anti-impérialistes. Je crois que c'est Zoé qui dit ça. Mais je suis là, mais en mode, mais ça veut dire quoi pour vous anti-impérialiste? Parce que bon, les actes qui sont posés, etc., ils sont clairement en ligne, on l'a déjà dit, je vais pas le répéter. Et du coup, j'ai l'impression des fois, c'est juste une vibe, quoi. Genre, t'es juste.
oh ouais, bah, ils sont anti-impérialistes, ils ont dit qu'ils ont été impérialistes, donc c'est bon, ils le sont, quoi. Oui, mais d'accord, mais c'est quoi la ligne, en fait? C'est quoi la ligne anti-impérialiste? C'est quoi, si tu peux même pas t'opposer, tu peux même pas faire des votes d'opposition, si tu peux même pas t'opposer à l'intervention de ton impérialisme en Amérique du Sud, ça veut dire quoi l'anti-impérialisme pour toi? Non, c'est pas une erreur de jugement là quand même. C'est pas... Et du coup, bah, globalement, j'ai l'impression que c'est une grosse vibe quoi. Genre, ouais, bah, l'anti-impérialisme, on devrait justement. Là, il n'y a pas d'organisation anti-impérialiste un peu forte en France, aux US, même aux US, qui sont un petit peu le cœur en fait enfin, qui sont même vus comme un peu les fous du bus anti-impérialistes qui veulent faire aucun compromis, il n'y a pas ça. Et bah on se contente du truc on se contente du truc de l'organisation qui dit un peu des trucs en mode ouais c'est pas bien les colonisations c'est pas bien et trop intervenir aux US être trop dans l'intervention et c'est pas bien mais au final c'est que des trucs qui sont dits par des gens qui sont pas encore au pouvoir ou quand ils sont au pouvoir bah, ils votent à l'inverse de ça et qu'en fait, ce sont des pétitions de principe, quoi. Et des pétitions de principe, limite de la vibe. Et moi, je suis désolé, en plus, enfin, je sais pas, quand j'entends Chris dire qu'il n'y a qu'un seul impérialisme et avec des petites forces ici ou là, enfin, des forces, pas des petites forces, des forces un peu partout dans le monde, je suis là en mode, ah oui, d'accord, en fait, tu décorrèles totalement comment l'impérialisme d'intérêts nationaux. Bah super, monsieur Cher, vraiment, là, franchement, je pense qu'on est quand même pas loin d'une position ultra catastrophique hein, quand on dit ça, parce que ça permet bien de déresponsabiliser aussi nos propres masses sur la question de l'impérialisme et sur la question des gains de la rente impérialiste. Mais bon, je mets ça de côté. Et bah, surtout, tout ça, ça pose la question de la stratégie en tant que révolutionnaire, en tant que communiste, en tant que révolutionnaire. Je veux dire, là, on parle du problème de l'entrisme et tout ça, mais de manière générale, moi, je réattaque Chris, surtout Chris qui dit ça, mais et Zoé aussi, hein, mais c'est juste Chris qui en parle le plus. C'est que bah il n'y a pas de perspective stratégique, il n'y a pas de, enfin ils n'utilisent pas leurs médias comme perspective stratégique pour construire, pour appeler à construire, peut-être pas construire eux-mêmes, tu vois, mais pour appeler à construire de quoi, ou encore en tout cas appeler à rassembler subjectivement des gens qui pourraient être en mesure à un moment donné de construire une autre organisation avec une ligne claire sur les sujets indispensables, sur l'anti-impérialisme, sur l'anti-impérialisme, sur la lutte de classe et d'avoir une vraie discipline à partir de ces lignes. Il n'y a pas ça. Ils utilisent leurs médias pour dire bah faut faire campagne pour LFI. Bon ça c'est évident que déjà ils le font. Mais de manière générale, même si c'était pas LFI, même si c'était un autre parti de gauche en France, ils utilisent leur plateforme pour dire bah votez, pas voter, mais comment rejoignez ce qui existe déjà. Rejoignez les partis politiques qui existent déjà et rejoignez des syndicats. Je veux dire, c'est ça leur ligne. Et je veux dire, bah, d'accord, mais les partis politiques de gauche qui existent déjà, en fait, ils sont dans un constat d'échec depuis plusieurs décennies. Donc peut-être qu'il y a un problème de base, quoi. C'est pas juste que enfin, ce que ça dit quand tu dis ça de manière implicite, c'est que le problème des partis de gauche, d'extrême gauche, révolutionnaires, rouges, tout ça, c'est pas qualitatif, c'est pas qualitativement leur ligne. Ce que tu dis, c'est que le problème de ces partis, c'est quantitatif, principalement en tout cas. Et ben moi, pour moi, c'est vraiment une compréhension, pour moi, est à l'inverse de la réalité. Ça n'est pas vrai. Qualitativement, le problème de la gauche, de l'extrême gauche française, pareil aux États-Unis, mais là, je reviens sur la France, bah, c'est que qualitativement, les lignes, elles sont des impasses. Et il faut analyser aussi. Et là, après, discussion de pourquoi c'est des impasses. Discutons et qu'on parle avec ces organisations, il n'y a pas de souci. Qu'on soit dans la polémique, au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Comment prescrire de rejoindre ces partis, ces organisations, que ce soit FI, NPA, tout ce qu'ils veulent, hein, vraiment, ou même URC. Alors URC c'est nouveau, on peut pas les critiquer, on peut pas leur dire qu'ils sont responsables des déviations, enfin comment des déviations politiques, enfin des impasses politiques. Mais en tous les cas, même, enfin, là, il y a beaucoup à critiquer. Mais en tous les cas, rejoindre ce qui est déjà existant, quoi. C'est ça leur ligne. Et c'est donner avec l'idée que bah ils sont tous un petit peu dans le. Il suffit de lutter, il suffit d'être dans le mouvement. Enfin, pas il suffit, mais soyez de lutter, soyez dans le mouvement. C'est ça qu'il faut faire en ce moment aujourd'hui. Il faut être le plus possible
Moi, je suis pas d'accord parce que il suffit pas d'être massivement à un instant T ou même sur plusieurs années, massivement dans des organisations politiques de gauche ou d'extrême gauche, même tous d'extrême gauche et même toutes communistes, pour faire la révolution. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelle ligne formuler et quelle ligne construire pour faire la révolution en France aux États-Unis ou partout. C'est ça le problème. Le problème, c'est que toutes ces organisations, elles sont dans une impasse. Nous aussi, hein, on est dans une impasse. Je suis pas en train de dire qu'on est des juges de paix. Je pense que justement, j'ai des opinions sur ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire. Et spoiler alert, c'est long, difficile, et on va être marginal pendant très longtemps. Vraiment. Hein, et tous ceux qui pensent qu'il peut y avoir un raccourci, spoiler alert, pour moi, c'est des gens qui nous mènent dans le mur. Voilà, ça c'est un truc dont je suis convaincu. Et dire ah oui, bah si vous allez chez les camarades de RP, chez les camarades de ci, cela, ouais, vous allez vous former, vous allez lutter. Et tant que vous luttez, c'est bien. Bah non, je suis désolé, tant que vous luttez, c'est pas bien. Bah, si vous luttez dans le vide, bah ça sert à rien. Moi, je le dis ouvertement. Et ça rejoint aussi leur propension à donner des points à tout le monde, quoi. À donner des points à tout le monde parce que bah, c'est des camarades et c'est là. D'ailleurs, appeler tout le monde des camarades, alors qu'il n'y a pas vraiment de mouvement révolutionnaire en France, moi je trouve ça au bout d'un moment très performatif. Mais bon, ça c'est peut-être que moi. Voilà. Voilà. Donc déjà, d'un point sur les organisations politiques, sur le fait d'appeler à rejoindre des organisations politiques, c'est déjà pas ouf. Mais en plus, c'est encore pire, à mon avis, quand ils appellent à rejoindre des syndicats. Je suis désolé, mais est-ce que là, je sais pas s'ils écouteront cette vidéo. De toute façon, on fait quoi? On fait mieux. Le plus qu'on a fait, c'est 700 vues, donc on s'en fout, quoi, tu vois. Mais enfin, est-ce que la du team est en train de nous dire que le syndicalisme, surtout dans un pays impérialiste, c'est une option de lutte, c'est un outil de lutte révolutionnaire? Moi, je pose la question, et notamment avec tout ce que tu as dit. Moi, tu as dit justement avec le syndicat, les principaux syndicats, centrales syndicales aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, qui ont soutenu la guerre du Vietnam. C'est pas juste parce que c'est des Américains et qui sont cons et qui sont méchants. Non, c'est juste que en fait, le rôle du syndicalisme, c'est de défendre les intérêts d'une branche des travailleurs dans un secteur d'activité. Et singulièrement dans un pays impérialiste, les intérêts des travailleurs, selon les branches évidemment, mais en large, c'est quand même beaucoup, en grande partie, de maintenir les gains de la rente impérialiste. Et du coup, bah, est-ce que c'est, enfin, moi, je vois même pas comment on peut considérer les syndicats, en particulier dans un pays impérialiste, comme autre chose que un, des organisations qui vont être contre les intérêts politiques qu'on défend de construire le socialisme. Parce que eux, leur principale fonction, de défendre les intérêts des intérêts de travailleurs dans un cadre impérialiste, dans un cadre en tout cas capitaliste. Donc c'est une impasse. Et ça, je suis pas en train d'inventer un truc super. Enfin, c'est pas un éclair de génie qui vient de m'arriver. C'est une conception que les communistes ont depuis longtemps. Et enfin, je veux dire, c'est Lénine. Lénine, il disait carrément, les syndicats, c'est réactionnaire. Il disait ça, quoi. Il disait ça texto. Et c'est pour ça qu'il le disait. Et ça voulait pas dire. Et attention, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas se syndiquer. Enfin, si vous avez besoin de vous défendre dans votre taf, syndiquez-vous, il n'y a pas de souci. Et même d'un point de vue travail militant, je suis pas en train de vous dire, faut pas du tout comment interagir avec les syndicats ou même avec le reste de l'extrême gauche. Bien au contraire, parce que même si c'est à minima conservateur pour moi les syndicats, c'est quand même un lieu où se joue le rapport social derrière le capitalisme, enfin le rapport social du capitalisme, et c'est un lieu de conscientisation. Donc ça, c'est vrai. Mais à aucun moment, il faut croire que le syndicalisme ou la grève générale va amener à une révolution. Et franchement, quand la Paduti me dit rejoignez des syndicats, enfin, quand même visiblement comme une prescription de lutte, enfin, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'ils voient ça de manière stratégique, quoi. Ouais, mais ça montre, là, encore une fois, tu vois, ça C'est un montre. gros problème. Oui, oui, ça montre les impasses, les impasses stratégiques dans lesquelles on se trouve, tu vois, genre, de manière générale, sur les secteurs d'intervention, même aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire faire du syndicalisme ou être syndicaliste dans un pays, dans un pays impérialiste. Comment dire, qu'est-ce que ça implore, enfin pas que ça implore, mais qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qu'il faut faire, vers quel objectif, etc. Parce que j'avais vu, c'était quand que j'avais vu ça? J'ai vu il y a quelques temps là. C'était je sais plus, dans je sais plus quelle usine d'armement ou la CGT. T'es en mode genre oui c'est bien, faut se battre pour les meilleures conditions de travail, les augmentations de salaire et tout machin. Alors oui c'est bien, mais c'est quand même des usines d'armement quoi. Bah oui, Voilà bah, tu te mets en ligne avec ton impérialiste. donc voilà quoi, c'est vrai, il faut continuer de produire. Alors je sais plus ce que c'est comme usine, faudrait que je retrouve le truc, mais je veux dire, il y en a plein des trucs comme ça de soutien, etc. Oui, parce que comment on dit, c'est leur gagne-pain, c'est leur gagne-pain, c'est le gagne-pain en même temps des mecs qui bossent là, et puis après voilà, eux ils défendent leur branche, ils défendent leur truc, donc voilà, ils font un taf syndicaliste de base, mais parce que ça, comme dit, c'est un sujet qu'on abordera dans les prochaines vidéos de manière générale, Ah oui. dans nos situations spécifiquement en France. Mais là, pour revenir sur, peut-être aussi pour conclure un peu cette discussion sur ce podcast, notre réaction un peu à chaud qu'on a vis-à-vis de Mamdani et tout. Moi, comme dit, ainsi, quand il a investi en 2026 et en fait, il fait exactement tout le contraire de ce qu'on pense là, ok, d'accord, moi je forme une autocritique, c'est pas un problème, il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est est-ce que va y avoir des mêmes types de dynamiques qui peuvent se reproduire ici, vu que, comme dit, elle est municipale dans pas longtemps. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a qu'il y a une focale là-dessus, parce que il y a déjà, LFI a déjà repris, je sais plus pour lequel de ses candidats, ils ont déjà repris le code couleur de Mamdani, hein, de son affiche, Ouais. etc. Bon, Oui, oui, oui. comment il s'appelle, Brossa avait fait la même chose à l'époque. Je sais plus, c'était pour les européennes, je crois, il avait repris le même, comment dire, le même truc que qu'Ocasio-Cortez. Tu le voyais de profil regarder vers la droite. C'est comme ça, tu sais, genre, le même truc qu'Ocasio-Cortez, tu vois, avec la même typo. Bon, vas-y, ça c'est logique, tu vois, genre, Ouais, ouais, ouais. tout le monde se sert le truc, tu vois, mais c'est aussi quelle perspective, quelle perspective ça peut avoir concrètement, quelles en sont les limites, et est-ce que s'enthousiasmer autant, c'est une vraie question, est-ce que s'enthousiasmer autant pour l'élection de Mamdani à New York est une bonne chose? Bon, d'un côté, je pense, comme dit, je pense pas que tout est noir ou tout est blanc, tu vois, genre, il y a évidemment quelque chose, toi, un gars qui se fait élire comme ça à New York avec une plateforme super progressiste qui bat en plus le candidat le candidat démocrate qui en plus avait perdu la primaire. Je crois que c'est lui qui avait perdu la primaire et qui a décidé quand même de se représenter. Enfin, Ouais, un ouais, bon voilà, combo. voilà, Ouais. Kumo, voilà, qui a décidé de se représenter, etc. Donc c'est quand même un, voilà, ça montre que mine de rien, oui, il y a quand même quelque chose qui se passe au moins à New York. Après voilà, je veux dire, la vérité c'est qu'il faut voir au-delà de New York, parce qu'après c'est aussi ça, hein, c'est que là on parle d'une ville. Encore une fois, c'est New York, c'est une grande ville. Tu vois, je veux dire, si demain si demain t'as Dallas, t'as Dallas ou je sais pas quel endroit Trumpiste à fond, tu vois. J'ai pris Dallas, je sais même pas qui c'est qui est à Dallas, mais tu vois, que ce soit le Texas, l'Oklahoma, enfin tu vois, genre tu prends n'importe quel truc dans le sud, le Kentucky, n'importe quoi. Si demain la capitale d'État se fait choper par un Mamdani qui a un programme du même acabit, on pourra se dire ah oui c'est vrai qu'il y a un truc, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que t'as la dynamique à New York, mais c'est toujours la même chose. Une dynamique dans une grande ville, c'est pas une dynamique, surtout quand même si t'es dans une grande ville, mais t'es au centre des États-Unis, ou t'es, comme dit, dans le sud des États-Unis, etc. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est est-ce que là, ce qui s'est passé aux élections de New York, va potentiellement se reproduire. Moi, je le pense pas. Ou alors peut-être si, mais alors ça va se reproduire en Californie, tu vois. Ouais, Californie, ou oui, genre, oui. voilà, dans ce genre d'endroit, tu vois. Mais alors certes, après, ce sera des victoires, hein, incontestablement, tu vois. On va pas cracher dessus, tu vois. Mais est-ce que ça va, infléchir totalement le mouvement? Est-ce que ça va permettre, tu vois, de Bah, de changer un peu, on tu a vois, vu. le truc. Moi, personnellement, j'y crois pas. Voyons un peu là, Non. quand tu vois un peu les cartes électorales des États-Unis et tout machin,
c'est à mon avis, ça va être, à mon avis, c'est quasiment impossible. Mais bon, après, voilà, encore une fois, c'est des projections, j'en sais rien, tu vois. Genre, faudrait voir exactement ce que ça implique réellement. Mais voilà, il faut. En fait, le souci qu'on a, moi je terminerai là-dessus, le souci qu'on a, ça c'est quelque chose que je pense souvent, c'est que le véritable problème qu'on a dans notre camp politique, c'est que depuis bien trop longtemps, on est soumis au calendrier électoral dans notre pays ou dans les autres pays. Ouais, Et ouais. on n'est plus capable de penser et d'agir en dehors de ça. Et là, je parle des trucs électoraux, mais je parle aussi des grandes messes syndicales, des grands défilés, des grands machins. Il y a ça aussi, en fait. On est tellement on est tellement dans une répétition, dans un truc, en fait, dans un petit calendrier, dans un petit truc, en fait, ça se poursuit continuellement. On n'arrive pas à sortir de ça. On reste dans le train-train et machin. Et puis, il y a telle et telle date, telle et telle élection, tel et tel machin. Et donc, on s'enthousiasme pour ça. Vous avez vu, machin s'est fait élire. Ah ouais, machin, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Nanani. Et donc, en fait, on réfléchit plus en termes de. On réfléchit plus tellement en termes de perspective, d'agitation, d'organisation, mais est-ce qu'on va être capable à les prochaines élections de faire pareil? Et c'est ça, Ouais. et c'est ça aussi fondamentalement le problème. Le problème, c'est pas que Mamdani gagne, c'est que est-ce que notre objectif, c'est qu'il y a un Mamdani demain qui gagne à Paris ou qui gagne dans je sais pas quelle ville? Non, non, c'est pas notre objectif. Je pense pas que c'est notre objectif. Si jamais l'occasion devait se présenter, bon, je prends Mamdani, mais je veux dire, on se comprend, tu vois, genre jamais il y a une grande ville, Oui, machin bidule. Évidemment, il faudrait le soutenir, etc. Voilà, même de manière, etc. Enfin, de manière même très relâche, etc. Mais je veux dire, c'est pas un objectif le plus important qu'il y a aujourd'hui d'absolument soutenir le moindre truc parce que ah vous avez vu il y a une percée qui est faite là, etc. Au contraire, je pense que là il faut partir de toi de ce qui s'est passé et en tirer une conclusion et après se dire voilà comment est-ce que ce qui s'est passé là peut nous servir pas simplement dans un cadre électoral et de repousser de la même chose, mais dans notre activité militante, politique, syndicale, associative, je ne sais pas ce que vous faites, mais comment est-ce que ça peut nous servir à construire et reconstituer un parti des organisations qui nous permettent d'envisager les transformations sociales et la révolution. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ah bah moi vraiment. Là, bah nous on a été dans des orgas communes et nous on a fait en l'occurrence on a participé à des boycotts électoraux et moi je pense que justement c'était justement encore une autre façon en négatif de d'être en permanence sur le calendrier électoral bourgeois Mm, de la politique bourgeoise quoi. mm. Et vraiment c'est moi j'en fais le bilan, ça sert à rien hein, vraiment. Le boycott quand t'as aucune force propre, ça sert à rien. Donc moi je suis d'accord. L'autre face de ça, c'est ça, c'est d'être dans comment la pas du team qui font le graphique. Moi j'aime bien le graphique en plus hein, sur plein d'aspects, mais la démarche de faire le graphique pour trouver le trou de souris que tu vas faire élire Mélenchon, c'est bon quoi. C'est pas t'as pas normalement, si t'es communiste, t'as pas d'énergie et de temps à mettre là-dedans. Mais ça prouve bien la dépendance de tout le monde, de toute la gauche à ce calendrier-là. Et moi, je souscris à 100%. Je vais pas reprendre tout ce que tu as dit, mais je souscris à 100%. Et je rajoute, évidemment, tu l'as dit, si on a un Amdani à Paris ou je sais pas quoi, moi je m'en fous. Et moi je te dis tout de suite, hein, tu vois, j'aurais même pas fait cette critique à la place du team si une semaine avant l'élection, le premier tour de la présidentielle, ils disent bon, là sur la semaine, on va vous appeler à voter Mélenchon et on va vous montrer et on va vous montrer en gros, on va vous montrer qu'il y a moyen de gagner quoi, tu vois, genre ils auraient fait ça. Moi je dis allez c'est bon quoi, tu vois, j'entends, tu vois, parce que j'ai pas, enfin j'aime pas le caca, hein, donc je préférerais pouvoir pas, je préférerais pouvoir bouffer à ma faim, tu vois. Donc, je préfère avoir Mélenchon au pouvoir dans l'absolu. Je suis ok, d'accord que le reste des présidentiables, une fois. Et puis même, bon, c'est un argument un peu éculé par les gens en période électorale. Mais en gros, oui, c'est vrai que si tu veux être militant révolutionnaire, bon, mieux vaut qu'il y ait Muluche. Je pense, c'est un peu vrai quand même.
c'est mieux vaut qu'il y ait Méluche au pouvoir que n'importe qui d'autre, en fait, sur le spectre, sur le champ politique. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, c'est souvent utilisé pour derrière rien branler, ça c'est une autre question. Maintenant, une fois dit ça, on n'est pas en attente, on n'est pas en attente de ça, quoi. Et une fois, Chris avait dit, oui, enfin, souvent ce qu'ils disent pour justifier cette ligne stratégique de faire élire Mélenchon, c'est il faut en fait c'est pour mettre un recentrage à gauche dans la politique française, mais après il faudra aller plus loin, sans jamais dire comment tu vas plus loin. C'est quoi ta ligne stratégique pour aller plus loin? Et en fait, si tu grattes un peu, en réalité, c'est juste de proposer du mieux-disant. De dire, si, je sais pas, si France Insoumise dit la semaine de 32 heures, les pousser pour que ça soit la semaine Ah de non, mais 30 heures. Je dis une attends, connerie, moi je fais. ils disent pas ça. Attends, je fais parenthèse. En fait, si, en fait, que ça ils l'ont déjà expliqué plusieurs fois, en fait. Notamment pas plusieurs fois. Son objectif, c'est de revenir au Parti communiste des années 70. Enfin, il le dit pas comme ça. Mais dans sa manière de voir les choses, c'est de revenir au Parti communiste tel qu'il existait encore dans les années Oui, 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 oui. 60-70, de les années 60-70. Donc en fait, si, leur perspective politique, c'est ça. Mais qu'encore une fois, là, c'est un sujet qu'on abordera dans la prochaine vidéo, mais et on Ouais. expliquera pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'à notre avis, c'est vouloir faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, et en quoi c'est pas une bonne stratégie de base, de vouloir même revenir à ça. Alors, revenir à ça, on en parlera dans la prochaine vidéo, donc c'est parfait, mais revenir à ça, enfin, même si c'était possible, de revenir au PCF à 28, à 28% avec toutes les structures qu'il y avait, pour moi, c'est une vision c'est un diagnostic, ça implique d'avoir un diagnostic sur la chute et la liquidation du PCF, qui est, à mon avis, très erroné, hein, très erroné. Et peu politique en Mm. termes d'analyse. Parce que moi, quand je les vois, quand j'en entends certains, pas que là, pas du team, dire ouais, avant le PCF, c'était vachement bien, enfin, quantitativement, il y avait plein de choses, ils étaient partout, de ça. Ouais, c'est vrai, mais leur ligne politique, je suis désolé, et je spoil pas, mais leur ligne politique, elle contenait toute la liquidation qui va suivre, en fait. Et vraiment à tout niveau. Et c'est pas souhaitable de revenir à ça. C'est pas souhaitable, même si c'était possible, ça serait pas souhaitable de revenir à ça. Dès l'inception, le PCF, il y a un problème dans sa conception du marxisme. Et nous, moi, je dis peut-être finir là-dessus. Enfin, finir là-dessus, je sais pas, mais en tout cas, moi, clairement, je veux être inflexible sur le fait que la compréhension profonde du marxisme et de l'utilisation et de son utilisation comme outil pour formuler une ligne stratégique révolutionnaire, c'est le truc qui va nous obséder maintenant, maintenant. Ouais, ouais, pas Parce que ouais. Mm. si ça nous obsède pas, on pourra monter une structure, une orga qui pourrait grandir, qui pourrait avoir des millions d'adhérents. Enfin, c'est pas l'ambiance aujourd'hui, mais ça pourrait, je sais pas, d'un point de vue contingente, ça pourrait arriver, je sais pas, des conditions concrètes qui favorisent ça. Hein, je veux dire, ça arrivait avant, ça pourrait arriver. Mais si ça nous mène vers la même ornière, vers la même impasse stratégique, et qu'à la fin on finit par être l'aile gauche de la République française, voilà, de la République sociale, être juste dans une forme idéologiquement d'être pour un républicanisme social qui questionne pas vraiment son impérialisme ou qui le fait de manière un peu vibe, bah non, désolé, ça m'intéresse pas. On ira juste dans le mur. Et on ira juste dans le mur malgré toutes les bonnes choses qu'on pourrait par ailleurs faire. Hein, parce que je nie pas que le PCF a fait beaucoup de bien dans son histoire malgré sa ligne foireuse, tu vois. Notamment la résistance, notamment au niveau de la classe ouvrière française. Voilà, il a eu des impacts positifs. Mais à la fin, ce n'était pas un outil révolutionnaire. Ça a été un outil qui était destiné à rendre les armes à De Gaulle et à être un parti respectable dans la politique française, quoi. Être la gauche de la politique française. Enfin, voilà, quoi. Et bon, moi, je suis désolé, mais enfin, oui, c'est vrai que tu as dit un truc intéressant. C'est vrai que j'étais un peu dur, je sais pas, mais on m'a dit ouais, il faut élire France Insoumise pour après qu'il y ait enfin Mélenchon, pour qu'après il y ait une organisation à gauche
qui tire la LFI à gauche, la LFI, excuse-moi, j'ai parlé comme un droitard, qui tire la FI à gauche, bah, je suis désolé, mais en plus, déjà, tirer à la FI à gauche dans leur tête, enfin, dans leur tête, dans leur mot, j'ai quand même l'impression que ça veut dire juste être mieux disant sur des réformes sociales. Excuse-moi, si ça c'est révolutionnaire, bon, ok, c'est intéressant, mais moi, je me fais pas c'est pas la conception que j'en ai. Voilà. Et je suis pas un grand marxiste, mais je suis presque sûr que ça n'a rien de révolutionnaire, premièrement. Mais deuxièmement, en plus, même ça, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est réellement existé dans l'histoire, quoi. Dire que, alors oui, qu'il y a une pression de mise par un parti, blablabla, ça peut avoir un effet, on va dire, mais pour amener vers toute la gauche vers des positions, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre, quoi. Je trouve ça bizarre comme ça, même tactiquement, quoi. Genre, la réalité, c'est plutôt en émergeant en opposition qu'on arrive en opposition et comme un pôle oppositionnel à d'autres organisations en face qui ont des lignes conservatrices, objectivement conservatrices ou réactionnaires, qu'on arrive à quelque chose. C'est pas en disant, ouais, on va tirer le champ politique à gauche. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est même pas vrai. Ouais. Bah Voilà. écoute, moi je suis d'accord avec ça, et de toute façon, comme dit, on aura encore d'autres occasions d'en parler plus en détail, mais Prochaine. notamment au moins dans la prochaine vidéo, peut-être dans les deux prochaines, bon, on spoil pas tout, mais voilà. Ouais, dans les prochaines. On spoil un peu. Mais du coup, voilà. Bah, du coup, c'était une petite discussion. On a un peu digressé sur plein de choses, mais je trouve que c'était intéressant de partir de l'élection de Même Denis. Mamdani, de pouvoir parler un peu rapidement de la politique US, et en même temps faire un rebond un peu sur notre propre scène politique, nos propres objectifs. Et bah comme dit, voilà, la prochaine vidéo sera un peu plus centrée PC. sur ces questions-là. Ce sera une question qui sera centrée sur, grosso modo, à la fois l'histoire du Parti communiste, et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'héritage du Parti communiste en France. Quel est son héritage et comment est-ce qu'il survit à travers ce dernier, en quoi est-ce que survivre à travers un héritage, c'est pas la meilleure manière de pouvoir faire de la bonne politique. Mais on aura Ouais, on essaye l'occasion de d'en pas tout parler. lâcher d'un De coup. pas tout lâcher d'un coup, et encore une fois, je le dis pour les gens qui écouteraient et qui seraient au PC, à la JC, etc., machin bidule, voilà, on fait de la critique, Bah, mais c'est pas. Non, mais voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés à la chaîne, je connais leur, je sais où ils sont organisés, etc., voilà, que peut-être des choses qui vont être dures à entendre, ou. Hein, mais voilà, c'est pas contre vous, c'est pas machin, mais je pense qu'on avance tous et toutes de cette façon-là, à la fois par la critique et aussi par ce que nous il nous manque, et comment est-ce qu'on peut avancer et avoir des débouchés politiques consistants. Voilà, je sais pas si tu as un petit mot de la fin. ouais, petit mot de la fin, pour finir sur une note un peu plus plaisante. J'avoue que sur la deuxième partie, la deuxième vidéo qu'ils ont fait, j'ai bien aimé leur croquette sur Ruffin. Voilà. Je pense que là, pour le coup, ils ont été précis de bout en bout sur Ruffin. Ou quand il dit, en gros, parce que Ruffin, il a fait tout son cirque en mode, oui, Mamdani, ouais, c'est un vrai mec de gauche, socialiste, je sais pas s'il dit socialiste, là. Musulman et tout ça, ça fait chier les droitards et tout ça. Gros, tu passes ton temps à dire faut pas parler de racisme, faut pas parler de questions LGBT, et tu viens nous casser les couilles. Et là, mais par contre, quand c'est loin, et ça, c'est un phénomène qui existe dans toute la gauche, de manière générale, hein. Quand c'est loin, c'est plus facile, hein. Mais quand c'est loin, là, tu nous fais tout la. Là, le sociétal, moi je suis d'accord avec, d'ailleurs, la page utile là-dessus. L'opposition sociale sociétale, c'est de la grosse merde. Mais bon, là, le sociétal, par contre, là, tu l'utilises là. C'est juste de l'opportunisme. L'opportunisme de Ruffin, bah, je suis content il se prenne des grosses tartes dans sa gueule, parce que ça fait un moment qu'il me le mérite, hein. Voilà. Mais Je suis d'accord. GG pour ça, j'ai pas envie de dire les camarades, parce moi j'aime, désolé, cette appellation pour moi, je l'ai pour Victor, mais pas pour Victor, pour quelques personnes avec qui je suis organisé, au-delà de ça, désolé, ça fait un petit peu comme dans le temps où on disait, ouais, lui il est safe, bah lui aujourd'hui on dit lui c'est un camarade. Ouais, d'accord, ok. Pour moi c'est juste, moi je le ressens comme ça. Victor il est peut-être pas d'accord avec moi, mais peu importe. Non, Moi, je le ressens un peu comme une sorte de norme sociale, de nouvelle norme sociale un peu vide. Mais c'est mon ressenti. Et le ressenti, ça compte. ça va. Et ben voilà. Voilà.
Eh ben écoutez, merci d'avoir écouté le podcast. Et comme pas, Mettez la cloche. partager, liker, mettre la cloche, faire écouter à tout le monde. Et puis si jamais vous avez des critiques, quoi que ce soit, on est toujours Dispo. partant. Et ben du coup, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo. Yep.